En fait, on essaie d'avoir peu d'argent sur le compte courant pour éviter de les dépenser parce que une fois que tu as mis de l'argent depuis ton compte courant sur le livret A, ça demande un effort, mine de rien, de le sortir du livret A. Il faut d'abord aller sur ton application, te faire un virement pour ensuite payer. Et ça, en fait, ça évite de faire trop de dépenses sur un coup de tête. Ça évite les coups de sang où tu te dis ah vas-y, je m'achète ça et puis en fait, t'en as pas du tout besoin. Complètement. Donc, c'est pas une astuce de rat, hein. C'est vraiment une astuce de gestion. C'est pour éviter d'acheter des choses dont tu n'as pas le besoin, mais juste l'envie. Et l'envie et le besoin, c'est vraiment très différent. Sauf que on a pris l'habitude, notre génération, celle d'avant et encore d'avant, de céder à nos envies. C'est d'autant plus quand c'est par rapport à l'argent. Parce que autant tout le monde sait que c'est mal de tromper dans un couple, autant personne te dit que c'est mal de dépenser de l'argent sans avoir réfléchi avant. Tu vois, c'est aussi important pour moi. Ça devrait faire partie de l'éducation. Bien sûr. Complètement. Mais personne n'est éduqué financièrement, tu vois. Enfin, on serait pas en train de faire ces podcasts-là si on était tous au clair là-dessus. Bonjour à toi, je m'appelle Hugo. Et moi, c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. Il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette belle aventure qu'est la quête d'indépendance financière. Aujourd'hui, tu verras pas de mytho, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Aujourd'hui, on fait un point finance perso avec mon copain Terry. Comment tu vas, mon pote ? Ça va très bien. Et toi ? Écoute, ça va très très bien aussi. Je suis très heureux d'enregistrer, comme toujours. Je me souris à moi-même à la caméra, là, c'est... C'est très bien. Ouais, parce que ce que les bâtisseurs ne savent pas, c'est que on se voit pas. On se voit nous, mais on se voit pas, moi je te vois pas, tu vois. Et ça, c'est assez perturbant. En fait, on fait un appel audio, on enregistre à distance, et du coup, on se voit pas l'un l'autre, on se voit que nous dans le reflet de la caméra. Exactement. Système D, voilà. On a fait très peu d'investissement pour faire ces podcasts, donc comme quoi, comme dirait Orelsan, pour filmer, t'as besoin juste d'un truc qui filme, voilà. Ouais, bon, c'est ça. Nous, pour enregistrer, on a juste acheté un micro et puis le reste, on s'est démerdé. Donc, et encore, on n'a pas pris un micro à 150 €. On a pris un peu le premier prix bien. Ouais, le premier prix bien. Ouais, t'avais fait un bon benchmark là-dessus, c'était cool. Ouais. Bon, petit point finance perso. La semaine dernière, non, le mois dernier, on a fait un point sur l'épargne et comment augmenter sa capacité d'épargne. C'était hyper complet, hyper intéressant. On a eu des bons retours. N'hésitez pas à nous refaire des retours encore. Ça fait toujours plaisir. On sait que vous êtes là, toi en tant que bâtisseur, bâtisseuse derrière ton écran ou derrière tes écouteurs. Continue à nous faire des retours, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide à nous améliorer et à rester motivés parce que on n'a pas l'impression d'être toujours tout seul. Voilà. Ouais, c'est important la motivation. C'est important la motivation. En parlant de motivation, un truc que j'aime bien, c'est vraiment ce moment juste avant l'enregistrement du podcast Finance, parce qu'en fait on fait le compte, on fait les comptes et du coup on voit si on a évolué ou pas et ça fait plaisir, je trouve. Ouais, clairement. Ouais, j'aime bien ça aussi. Surtout que j'ai arrêté de regarder mes comptes. J'ai supprimé les applications d'investissement de mon téléphone parce que j'y passais beaucoup trop de temps. Je faisais d'ouvrir, fermer, alors que ça servait à rien. Donc ça fait d'autant plus plaisir quand tu regardes une fois par mois et que t'as la petite surprise, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord. J'ai fait la même chose il y a un moment déjà. Je me suis rendu compte que je passais trop de temps dessus et qu'en plus ça mettait une petite pointe de stress, tu sais, d'ouvrir l'application, d'attendre de voir le résultat. Si ça baissait, j'étais un peu déçu. Si ça montait, j'étais content, mais pas longtemps en fait. Mais Donc en fait, ça valait pas le coup. Et puis, c'est le genre de problème genre avec TikTok, tu vois. Et c'est quand je sais pas, c'est quoi la réaction chimique derrière. Je sais plus si c'est la sérotonine ou la. La sérotonine. Je vais pas dire de conneries, hein, mais c'est l'hormone du bonheur, ça active le circuit de la récompense en fait. Je suis pas sûr que ce soit la sérotonine, mais bon, en tout cas, il y a une hormone du bonheur qui fait ça et le problème c'est que ça attise l'addiction, tu vois. Donc
On a coupé Ouais. les ponts, voilà, avec Terry. On vous invite à faire en la fait, même chose. on te conseille de faire la même chose, surtout si tu es un investisseur ou une investisseuse long terme, puisque on s'en fiche en fait du moment. C'est vraiment sur le long terme. Si tu mets 50 euros aujourd'hui, demain tu peux très bien en perdre 5 en termes de valeur ou en gagner 5. Ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, si tu le fais tous les mois et que ça prend sur le temps, en fait, ça va faire des effets composés. Donc, on appelle ça les intérêts composés. C'est-à-dire que l'argent qui t'a rapporté un petit peu le premier mois, il va te rapporter un peu plus le mois suivant et encore plus le mois d'après, etc. Donc, ce qui est important, c'est d'investir. C'est pas de regarder si ça a augmenté ou si ça a baissé. D'autant plus que on en a peu parlé dans un des derniers podcasts, c'est la règle des 4%. Vous allez pas retirer tout de suite, donc de toute façon, ça sert à rien de regarder. Faut juste épargner à balle, investir à balle et point barre, quoi. C'est ça. Et donc, c'est l'objectif. Pourquoi on veut investir, Thierry? Ouais, moi je te dirais pour être riche. Mais, Hugo. Mais c'est pas ça la réponse que tu veux. Je sais ce que tu veux entendre. Vas-y, donne-moi ce que je veux. Pourquoi on veut investir? C'est pour contrer quelque chose qui fait partie de l'économie, qui s'appelle l'inflation. En fait, quand tu as de l'argent et que le temps passe, ton argent vaut moins que la veille. C'est assez simple à comprendre. Pour que l'économie fonctionne, on a besoin d'avoir de la croissance. C'est comme ça qu'a été construit notre système économique. Et cette croissance, donc, elle essaie d'être régulée. Bon, ça marche plus ou moins, mais elle essaie d'être stabilisée autour des 2% pour que ça continue à croître. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, avec 10 euros, t'achètes 5 pommes, dans quelques années, avec les mêmes 10 euros, tu pourras acheter que 4 pommes. Pourquoi? Parce que les pommes vaudront de plus en plus cher. Donc, à somme égale, tu pourras en acheter moins. 1 euro aujourd'hui ne vaudra pas 1 euro demain, quoi. Et ne valait pas 1 euro avant. C'est ça. Et du coup, ce principe d'inflation, une fois que tu l'as compris, tu t'imagines bien que si tu économises de l'argent sans rien en faire, en fait, quelque part, tu perds un peu de valeur sur ton argent. Donc même si tu as économisé, cet argent vaut moins cher qu'il y a quelques temps. Et donc, il faut essayer d'investir pour contrer cette inflation et même si possible, la dépasser. Bien sûr. Et en fait, comme ça, du coup, tu vas être de plus en plus riche au lieu de subir l'inflation et d'être de moins en moins riche. Sachant qu'on parle aujourd'hui, quand tu dis dépasser, il faut bien prendre en compte à combien est l'inflation en moyenne et à combien tu voudrais un rendement en moyenne, quoi. Donc on parle généralement de 8%, on prend comme exemple souvent l'ETF Monde, le MSCI World, qui est très diversifié et qui est une référence, qui a un rendement de 8% par an, et on a une inflation qui est normalement autour de... je sais plus les chiffres, mais en tout cas, autour peut-être de 4. On va dire, ils essaient d'être aux alentours de 2, mais souvent c'est un peu plus. C'est quand même plus, et on l'a bien vu en 2022. Alors, petit correctif, je me suis fait remonter les bretelles par un pote qui m'a dit que j'avais dit une inflation en 2022 de 10%. Alors, je sais pas où j'ai vu ce chiffre, mais ça doit bouger, j'en sais rien. En tout cas, l'INSEE montre 5%, donc voilà, my bad. Ouais, donc, d'accord. J'ai mis le bon lien. Par contre, ça me paraît très faible, 5%, pour avoir une vision sur beaucoup de prix, autant sur le panier moyen que sur le professionnel, que sur plein de choses. Ça me paraît étonnamment bas. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais écoute, je vais regarder, je vais remettre le lien. Mais non, mais il n'y a pas de souci. C'est peut-être l'information qu'ils ont donnée, mais en fait, je sais comment ils font le calcul, puisque je m'étais déjà renseigné là-dessus. Okay. Et ils le font que sur un panier moyen je crois que c'est 200 ou 300 choses qu'on consomme. Mais en fait, dedans, il manque plein de trucs qui sont vraiment essentiels. Par exemple, il n'y a pas l'essence, tu vois, le truc de base. Il n'y a pas des choses qui font partie de ton quotidien, comme les matériaux de construction qui vont influencer beaucoup le quotidien. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font pas partie de ce panier moyen, mais qui influencent énormément ton pouvoir d'achat. Ouais. Donc même si c'est annoncé 5%, c'est peut-être vrai avec ce qu'ils ont pris, mais toi tu vas le ressentir beaucoup plus fort, puisqu'en fait, dans la réalité, tu payes beaucoup plus que 5%. C'est clair. En tout cas, l'idée du coup, c'est effectivement de trouver des investissements qui sont supérieurs à l'inflation. Alors, c'est pas très compliqué parce qu'aujourd'hui, même le livret A, il va être il est à 3% ou 4%. Il est à 3, je crois.
En fait, le livret A, il est tout le temps calqué à l'inflation. Il ne le suit pas exactement, mais ils essayent de s'en rapprocher. Donc, plus le livret A est haut, plus l'inflation est haute, et le livret A est toujours en dessous de l'inflation, quoi qu'il arrive. C'est une règle quasi immuable. Ouais, et plus les taux d'intérêt montent aussi. Alors, je sais pas si ça c'est corrélé, mais en tout cas... Ouais, ça c'est corrélé, mais c'est un peu différent en Europe. Ok. Parce qu'en fait, oui, c'est corrélé, mais la Banque centrale fait en sorte de régler les pourcentages de taux d'emprunt pour que ça vienne un petit peu contrebalancer. Ok. C'est pour ça que, oui, l'inflation est à plus de 5%. Par contre, tu verras que les taux ils sont encore à moins de 4% aujourd'hui. Ouais. Bon, sans rentrer après dans le détail, parce que ça va devenir très technique. Oui, non, En fait, il faut bien se dire que plus l'inflation est haute, plus ça va être difficile de faire des pourcentages taux élevés pour essayer de contrer ça. Parce que quand l'inflation elle est à 1% et que ton MSCI World il fait 8%, c'est trop bien. T'as gagné beaucoup plus que l'inflation. Par contre, les années de grosse inflation, je sais pas, ça peut monter jusqu'à 10, 15%. Bah là, c'est beaucoup plus dur. Tu vas peut-être pouvoir le faire, mais il va falloir chercher un peu plus, travailler un peu plus. Ce qui nous amène à dire que faut y diversifier ses investissements. Et c'est un peu aussi l'objet de cet épisode, c'est de vous rappeler un petit peu ce dans quoi on investit, comment on le fait, sur quelle plateforme, pour vous montrer que faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On cherche à optimiser, on va dire, le rendement, parce que il y a des choses plus ou moins risquées, et on cherche aussi à limiter le risque, parce que il y a des choses qui sont plus ou moins risquées. Donc juste avant de commencer à dire notre patrimoine, comment on fait pour l'investir, où est-ce qu'on investit nous, si jamais tu veux un épisode spécial sur l'inflation, la déflation, les crises financières, qu'on aille vraiment beaucoup plus loin dans le sujet, tu nous le diras, mais en fait on voulait pas que ce soit trop dur pour les gens qui soit regardent ça de loin, soit sont pas à fond dans l'économie tout simplement. Donc n'hésite pas à nous faire un retour, soit sur les vidéos YouTube, soit directement par message pour nous dire ça. Ouais, complètement. Ok, est-ce que tu veux commencer à développer toi sur ton patrimoine? Ouais, je suis chaud. Alors déjà, moi je tiens, on va faire d'abord une chose parce qu'à chaque fois on l'oublie. Déjà le podcast dernier on l'a oublié. C'est le pourcentage d'augmentation vis-à-vis du mois dernier de notre capital, de notre patrimoine. D'accord. Ouais. Du coup, il faut le faire sur 2 mois. Il faut le faire sur 2 mois. Au mois de février, j'avais fait moins 9%. Donc ça pique un peu. Aïe. Grosse descente. Grosse descente. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en fait, les investissements se sont un peu cassés la gueule de base. Mm-hmm. Et donc j'ai du rouge partout quasiment, c'est terrifiant. Et j'ai eu des dettes, des créances à rembourser vis-à-vis de sillage. Donc du coup ça a fait baisser ma trésorerie. Mais là du coup ça a réaugmenté et en mars je suis à plus 11%. Donc c'est cool. Voilà. Ça c'est les montagnes russes. Mais bravo pour cette remontée. Ouais, merci beaucoup. Et toi alors? De mon côté, alors donc le mois de février il était particulier puisque j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai fait des grosses dépenses, j'ai acheté une moto, j'ai payé mes équipements de moto aussi, j'ai acheté un nouvel ordinateur et plus 2-3 autres choses, donc vraiment beaucoup de dépenses. Et donc j'ai fait la plus grosse descente que j'ai connue depuis un long moment et j'ai fait un moins 14,8%. Ouf. Ah la vache. Ah, c'est terrible. Tu vois, j'ai pris mon argent, je l'ai jeté par la fenêtre comme ça. Ah. Ouais, faut se faire plaisir, tu vois, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Hein. On fait ça pour se payer des choses qu'on n'aurait pas pu se payer autrement, tu vois. Oui. Et puis, en fait, alors, sur le court terme, évidemment, ça fait un peu mal, mais c'est que des choses que je vais garder. La moto, a priori, je suis parti pour la garder quelques années. Le PC aussi, au moins 2 ans, certainement plus. Souvent, je les garde 4 ans, mes PC. Et oui aussi, j'avais payé le notaire 400 €, donc ça fait un petit trou aussi, ça. Oh l'enfer. Putain. Et oui, mais faut bien payer, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'était le mois dernier. Donc ce mois-ci, j'ai fait en sorte d'économiser un peu plus. Et je suis remonté juste avec mon salaire à plus 6,2%. Donc j'ai quand même pas mal économisé. C'est cool. Franchement, chapeau. Bien joué. Merci. Mais bon, par rapport au début de l'année, on est quand même à moins 10%, hein, tout bon an, mal an, donc il va falloir encore travailler un peu. Ah ouais, du coup, moi je suis à plus 11% depuis le début de l'année, là. Parce que j'avais fait plus 9 en janvier, moins 9 en février, et plus 11 là, tu vois, en mars.
Bah Donc nickel, bravo à toi. c'est pas mal, c'est pas mal. Mais Ça commence bien l'année en tout cas. Ouais, ça commence bien l'année. Bah, on fait en sorte, hein, de toute façon. Mais petit aparté, elle est comment la moto? Tu nous en as pas parlé. Elle est trop bien. Elle est trop bien, je m'amuse. À chaque fois que je la conduis, j'allais dire je la pilote, mais ça serait un peu prétentieux. À chaque fois que je la conduis, je suis trop content, j'ai le sourire, tu vois. Ouais, Je rentre chez moi, je dis à Chloé, vroom vroom la moto. Je suis un gamin, tu vois. Putain. J'avoue que c'était un de mes objectifs de m'acheter une moto, mais honnêtement, maintenant, ça m'a complètement dépassé. De une, parce que Ok. j'ai clairement pas envie de dépenser de l'argent, tu vois, encore là-dedans. Et c'est pas le moment. Ouais, c'est tu vois. peut-être pas le moment en tout C'est cas. clairement pas le moment. Je comprends. Ça sera un achat plaisir bien plus tard, quand j'aurai bien travaillé. C'est bien d'avoir des objectifs comme ça parce que ça motive quand même. Bien sûr, bien sûr. Après, ça, c'est pas un objectif non plus ultime, hein. J'ai bien d'autres objectifs avant qui sont plus intéressants et Oui, plus bien sûr. importants. On en avait parlé. Mais il faut pas sous-estimer le côté matériel en fait, parce que Non, bien sûr. on aime tous avoir des choses qui sont sympas, on aime tous avoir des belles choses, et même si tu te penses immunisé à ça, et ben tu verras que si un jour tu t'achètes une Ferrari, tu seras content de l'avoir. Ouais. Après, encore une fois. C'est humain en fait. Hein. Non, bien sûr, mais c'est pas notre objectif, hein. Je tiens à le rappeler. En tout cas, moi, c'est pas mon objectif, quoi. Non, oui, moi non plus. Mais bon, Mm. si jamais un jour ça arrive, tu seras quand même content, quoi. C'est comme ça. C'est clair. Du coup, pour faire sur le point sur nos finances, enfin en tout cas sur nos investissements, on va reparcourir ligne par ligne. C'est vrai que toi, t'en as 7, Terry, normalement. J'ai 7 catégories. Ouais. Ouais, t'as cette catégorie. Et moi, j'en avais... Donc parfois j'ai plusieurs investissements dans une catégorie. Tu vois, si je prends le prêt aux sociétés, bah j'ai investi sur 4 plateformes. Donc Ouais. je les regroupe et je dis que ça c'est la catégorie prêt aux sociétés. Ok. Bon, en tout cas... Et toi du coup? Du coup, en premier lieu, j'ai tout ce qui est banque, liquidité et livret A. Livret A, c'est clairement pour faire un matelas de sécurité. Le livret A, je le vise à 8%, à 10%, et je suis à 8% actuellement. Mais c'est histoire de... Sur ton ensemble de portefeuille, tu voudrais que ce soit à tant de pourcents. Ok. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est tout simplement, je reçois mon salaire, je mets tout ce que je peux depuis, et je mets une certaine somme. C'est pas forcément fixe, parce que ce qui est fixe, c'est vraiment mes investissements mensuels, qui sont en fait en prélèvement automatique sur mon compte bancaire. Donc ça fluctue, mais globalement, ça va, ça reste assez stable. Ok. Moi, je sais que le livret A, je m'en sers pas comme poche de sécurité, mais plutôt comme pas comme matelas de sécurité, mais plutôt comme poche pour investir. Okay. Donc, je vais mettre quelques sous dedans tous les mois. Et par exemple, si j'ai besoin de payer le notaire, je retire 400 € de là et puis je vais le payer. Ouais. Si j'ai besoin d'investir ailleurs, en fait, je les prends de là, tu vois, les sous. Alors oui, ça dépend ce que tu entends par sécurité. Effectivement, si on parle de sécurité, mais quand même qui est liquide, quand on dit liquide, ça veut dire qu'il est quand même accessible sous, on va dire, 48 heures. Là, l'assurance vie, j'ai un gros matelas de sécurité parce que ça, c'est peu risqué. Et du coup, je mets de l'argent tous les mois dessus sans y toucher. Donc, ouais, d'accord. Moi aussi, je fais ça pour le coup. Et du coup, effectivement, le livret A, pour moi, c'est la sécurité, mais c'est aussi finalement on va dire le sas où je fais mes grosses dépenses quand j'ai la voiture à réparer ou des choses comme ça, quoi. Un peu comme toi, avec le notaire. Oui, bien sûr. En fait, on essaie d'avoir peu d'argent sur le compte courant pour éviter de les dépenser parce que une fois que tu as mis de l'argent depuis ton compte courant sur le livret A, ça demande un effort, mine de rien, de le sortir du livret A. Il faut d'abord aller sur ton application, te faire un virement pour ensuite payer. Et ça, en fait, ça évite de faire trop de dépenses sur un coup de tête. Ça évite les coups de sang où tu te dis vas-y, je m'achète ça, et puis en fait, t'en as pas du tout besoin. Complètement. Donc, c'est pas une astuce de rat, hein. C'est vraiment une astuce de gestion. C'est pour éviter d'acheter des choses dont tu n'as pas le besoin, mais juste l'envie. Et l'envie et le besoin, c'est vraiment très différent. Sauf que on a pris l'habitude, notre génération, celle d'avant et encore d'avant, de céder à nos envies. C'est d'autant plus quand c'est par rapport à l'argent. Parce que autant tout le monde sait que c'est mal de tromper dans un couple, autant personne te dit que c'est mal de dépenser de l'argent sans avoir réfléchi avant. Alors que c'est... Ouais. Tu vois, c'est aussi important pour moi. Ça devrait faire partie de l'éducation. Bien sûr.
Complètement. Mais personne n'est éduqué financièrement, tu vois. Enfin, on serait pas en train de faire ces podcasts-là si on était tous au clair là-dessus. Ouais, et si on était né avec ça, on n'aurait même pas eu besoin de se renseigner nous. Enfin, c'est pareil, quoi. C'est parce qu'on a découvert ça un jour qu'aujourd'hui on fait le podcast. Clairement. Petit aparté, dans ma classe, on fait des kick-offs tous les mercredis matins. Pour les kick-offs, on va dire, c'est une introduction, pour commencer la semaine. Et les kick-offs, c'est un sujet que tu présentes à la classe, voilà, qui est passionnant et qui permet de faire apprendre des choses. Et on a un pote qui a présenté sur l'épargne. Donc c'était marrant, c'était intéressant. Mais lui, c'est sa banquière qui lui a ouvert les yeux. Il a pris conscience de choses, tu vois, ça fait pop dans sa tête. Et du coup, il en a fait son sujet de kick-off. Des trucs très basiques, hein. Mais quand il a demandé qui c'est qui épargne aujourd'hui, t'avais genre 3 mois levés sur 18, quoi. C'est si peu. C'est si peu. C'est si peu, surtout à notre âge. Et oui, il faut profiter de la vie, tu vois. Et tu vois, Terry, il a acheté une moto. Moi, je sors régulièrement. Je me fais plaisir avec ma copine, tu vois. On se fait des week-ends, tu vois. J'étais encore au week-end ski le week-end dernier. Enfin, on se fait plaisir, mais à côté, tu vois, on bosse comme des acharnés pour déjà augmenter notre capacité d'épargne. Et à côté de ça rejoint le podcast précédent, enfin, l'épisode sur Finance Perso précédent. On a optimisé nos dépenses et on a fait en sorte que on puisse le permettre, tu vois. On fait pas des crédits à tout va et tout. Donc, bien sûr. C'est voilà. Et aussi, le fait d'épargner n'empêche pas le plaisir. C'est pas parce que tu sors que 3 fois au restaurant ce mois-ci, alors que d'habitude tu le faisais 7 fois, que tu vas être malheureux. C'est pas du tout ça, en fait, le bonheur. Le bonheur, il réside pas dans les petites choses en général. Et le plaisir, souvent, il est plus intense s'il est rare. Alors, je dis rare, mais il n'y a pas besoin de faire un resto par an pour le kiffer, hein. Tu peux faire tu peux juste réduire de 1 par mois sur les prochains mois. Donc, si t'es vraiment très adepte du restaurant, que t'en fais 10, bah, le mois prochain, t'en feras 9. Celui d'après 8, etc. jusqu'à tomber à peut-être 3, 4, c'est toi qui définis, évidemment. Mais suffisamment pour que t'aies pas un manque énorme, mais que tu sois quand même très content d'y retourner parce que ça fait un certain temps. Et là, en fait, tu vas voir que déjà, t'es plus heureux parce que c'est des plaisirs qui vont durer un peu plus. Et en plus, tu vas pouvoir épargner beaucoup plus. C'est clair. C'est des habitudes à prendre. Ouais. Et certes, c'est un effort, mais après, ça vaut vraiment le coup, hein. Ça, c'est sûr. Faut avoir une vision long terme. On vous le répète assez suffisamment, je pense, dans ce podcast. L'autre catégorie que moi j'ai, c'est l'assurance vie. Donc du coup, on en a parlé. Je mets un ticket tous les mois dessus parce que de une, je suis obligé, et de deux, ça permet d'avoir un matelas de sécurité, un vrai matelas de sécurité. Parce que c'est pas comme le PEA où si vous retirez, vous le craquez et à ce moment-là, ça annule tous les avantages que vous pourrez avoir au bout de 6 ans. 5 ans révolus. Alors ça, faut peut-être le redéfinir. Ouais. En fait, quand on ouvre un PEA, à partir du moment où il est créé, il y a 5 années pour qu'il soit pleinement effectif. C'est-à-dire que si tu retires de l'argent avant d'arriver à ces 5 ans, tu n'as pas l'avantage fiscal qui est lié au PEA, donc c'est une réduction sur ta fiscalité. Et ça te casse le PEA. C'est-à-dire que si jamais demain tu en réouvres un, bah tu repars à zéro. Et du coup, t'as tout perdu parce que t'as perdu du temps et t'as même pas gagné l'avantage fiscal d'avoir le PEA. C'est ça. Tandis que l'assurance vie, t'as un avantage au bout de 8 ans qui est moindre que le PEA. Néanmoins, tu peux quand même retirer dessus sans conséquence. Oui. Du coup, tu auras compris qu'il faut ouvrir le PEA le plus tôt possible, même si c'est pour mettre 50 € et puis y toucher pendant un certain temps. Et tu parles de 5 ans, mais c'est 5 ans révolus, hein, donc ça fait 6 ans. Et ça, c'est oui, terrible. peut-être. Ouais, si. Je m'étais renseigné là-dessus. Mais d'accord. Donc j'ai ouvert tellement longtemps que. Ouais, pas moi. Toi, ça fait combien de temps? Bah, ça fait plus de 5 ans, c'est sûr. Ah putain. Mais est-ce que ça fait 6? Je sais plus. Ok. Moi, ça fait 1 an, je crois. Mais en fait, tu vois, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Moi, je l'ai ouvert. Il y avait 100 € dessus, je crois. Et j'y ai pas touché pendant 4 ans. Bah, c'est pas grave. Je profite quand même du fait qu'il a été ouvert il y a longtemps. Après, le problème, c'est que tu vois, quand je dis aux gens ouvrez un PEA, ils me disent mais j'y connais rien, donc je vais pas ouvrir un truc. Mais c'est vrai aussi, tu vois, genre c'est compliqué de. Ouais, mais tu t'en fous, c'est 100 €. Ouais. 100 € même pour quelqu'un qui gagne
un SMIC, Non, mais bien sûr. bah c'est pas énorme en fait. Non, complètement. Même pour un étudiant qui, bon, peut-être pas si t'es vraiment en galère, que t'arrives pas à manger des pâtes, mais même pour un étudiant, on va dire moyen, tu peux les mettre 100 euros. Ouais, bon, on fera un épisode dédié au PEA, je pense, ça pourrait être intéressant. Oui, mais d'autant bon, que j'ai eu pas mal de questions moi en perso avec des amis, même Chloé. Donc ça pourrait être l'occasion de un peu faire sortir les idées reçues et essayer de faciliter au maximum pour que les gens commencent à l'utiliser, ce PEA. Ouais, carrément. Ouais, un épisode, faudrait qu'on fasse un épisode en mode quelqu'un n'est pas convaincu, il faut qu'on le convainc, tu vois. Genre, faut qu'on lui donne les arguments ça pourrait pour. être sympa, ouais. Parce que c'est hyper important. Du coup, PEA, pareil, je mets un ticket tous les mois dessus, virement automatique. Moi, j'investis sur la plateforme Fortuneo. Petite référence à Baguette Finance, notre collègue qui nous a fait un comparatif des brokers pour le PEA et qui du coup a fait sortir Bourse Direct en premier, je crois, et Fortuneo en deuxième. Et Bourse Direct, j'aime pas du tout l'interface, donc j'ai commencé à investir sur Fortuneo. Je crois que toi c'est pareil, Terry. Ok. Non, moi c'est sur Boursorama. Ok. Parce que j'avais d'autres avantages à aller là-dessus, mais en fait, entre Fortuneo et Boursorama, il n'y a pas de spécificité, hein, c'est à peu près pareil. Complètement. Donc ça, hyper important. Ensuite, on enchaîne, il y a le CTO, compte titre ordinaire. Différence avec le PEA, c'est que le compte titre ordinaire, vous pouvez investir sur énormément d'actions. Le PEA, c'est vraiment français, hein. C'est un portefeuille français. Ça a été créé par le gouvernement français. Le CTO, c'est international. Et donc, vous avez des milliers d'ETF d'actions disponibles sur lesquelles vous pouvez investir. Mais grosso modo, ça sert à la même chose. C'est investir sur les marchés financiers mobiliers. Oui, complètement. Donc, ça va être de la bourse, des obligations, voilà, des choses comme ça. Ouais, voilà. Et donc là, l'inconvénient du CTO vis-à-vis du PEA, donc PEA, on n'a pas dit, mais c'est plan épargne action, c'est que le CTO, vous êtes taxé à 30% dessus, voilà, sur la plus-value. En tout cas, sur ce que vous touchez. On appelle ça la flat tax en général. Exactement. Qui est composé de l'impôt sur la plus-value plus de la CSG, CRDS, les cotisations sociales. Impôt plus cotisation sociale. Voilà, c'est ça. Il y a 17,8 et 17,2 et 12,8 de mémoire. Exactement. Et le PEA, en fait, c'est au bout de 5 ans, vous avez le 12,8 qui est... si c'est le 12,8 qui est supprimé, du coup. Et vous êtes imposé que sur 17,2. Et ça, c'est vraiment cool. Donc pareil, moi, je mets un ticket dessus tous les mois. Ouais. Je mets un ticket dessus tous les mois en virement automatique. Je suis sur Trade Republic. Et parce que l'interface est incroyable, on peut acheter en fraction d'action, ça c'est vraiment cool. Donc au lieu d'acheter une action, par exemple Apple à 400 balles, je dis des conneries, hein, je sais pas combien elle est, eh ben vous pouvez acheter 10 euros d'action de Apple. Donc ça c'est vraiment sympa, parce que c'est du coup l'investissement pour tous, à tous les prix. Ouais. Donc ça c'est vraiment cool. En fait, il y a certaines actions qui sont difficiles d'accès. On peut prendre le cas du MSCI World classique, l'action la plus connue, elle vaut dans les 400 euros. C'est ça. C'est pas à la portée de tout le monde de mettre 400 euros par mois. Clairement. Donc peut-être que tu peux mettre que 10 euros. Avec la fraction d'action, tu es capable de le faire. C'est ça. Et moi, la raison pour laquelle j'investis en CTO, malgré ce 30%, c'est que j'ai envie de diversifier mon investissement et j'ai accès à des produits financiers qui, moi, m'intéressent personnellement, sur lesquels j'ai envie d'investir, qui, je considère... me rapporteront à terme plus que ce que je paierai en impôts. Donc voilà. Et puis c'est aussi pour plus diversifier. Ça marche. Toi, je sais pas si t'investis dessus. Moi, j'ai arrêté d'investir sur le compte titre pour mettre un maximum sur le PEA. Okay. Je pense que je vais garder cette stratégie pendant longtemps pour, à terme, essayer d'avoir le moins d'impôts possible et que ça vienne pas me greffer mes performances. Ok. Ouais, moi, le PEA, ça représente à peu près 40% de ce que j'investis par mois. Après, il y a la crypto et puis il y a le CTO. Et l'assurance vie. Donc, ok. Et donc la crypto, c'est pareil, tu fais un virement tous les mois aussi? Virement automatique tous les mois, en virement SEPA aussi, non. Et là, c'est sur Bitpanda. Super interface aussi. Très bonne application, ça. Ouais. Ouais, c'est très bonne application, bien plus facile que Binance. Franchement, j'ai mis tellement longtemps à investir dessus, c'était terrible, je comprenais rien du tout, donc je voulais pas me lancer. Et au final, j'ai découvert cette application et
et je la trouve super parce que tu as vraiment le strict minimum. Moi, j'investis sur des index, donc pareil, c'est comme des ETF, c'est des paniers alors pas d'actions, mais du coup des paniers de crypto, des crypto 5, crypto 10, et du coup tu peux investir dessus, et moi Donc j'investis le là-dessus. panier, ça veut dire que tu vas avoir plein de types d'actions, enfin, c'est pas d'actions, plein de types de crypto-monnaies, tout dans le même panier. Toi, t'achètes qu'une seule chose, c'est cet indice. C'est ça, exactement. Donc ça permet de diversifier. D'ailleurs, s'il y a des notions un peu comme ça qui sont pas claires dans cet épisode, n'hésite pas à nous le dire parce que on a l'habitude, nous, d'utiliser ces mots. On va parfois vite, parfois on est oublié de détailler certaines choses, donc dis-le nous, on te le dira par message. C'est hyper rapide pour nous et pour toi, ça te simplifiera la vie. Complètement. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir en tout cas, parce qu'après les autres investissements c'est beaucoup plus ponctuel. Enfin moi j'ai la trésorerie de ma boîte, j'ai de l'investissement dans de la start-up, même si c'est que dalle. Hein. Ouais. Je suis pas du tout shareholder ou quoi. J'ai de la SCPI aussi, ça on pourra en reparler. On avait parlé de Brix, l'immobilier en papier et pas enfin voilà, pas en pierre. Ouais. Et puis il y a la première brique aussi en concurrent. Première brique aussi effectivement qui est très bien. Et voilà, j'ai d'autres trucs comme ça, mais ça c'est beaucoup plus ponctuel, c'est beaucoup plus de l'argent qui est là, qui a été placé une fois, qui ne bouge plus du tout, qui ne fluctue pas. Ouais. Ce qui fluctue c'est vraiment, limite un test. c'est un test, c'est de la diversification. Et moi, encore une fois, on va dire la part principale de mon capital, de mon patrimoine, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Donc j'investis soit dans des boîtes, soit j'ai investi dans ma boîte, soit voilà. Donc ça c'est mon côté. Mais ce qu'il faut retenir globalement avant qu'on finisse, c'est que on a un salaire. Ce qu'on vous a dit dans l'épisode dernier sur l'épargne, c'était vous payez d'abord. Donc vous faites un virement que vous aurez déterminé au préalable et vous faites des virements automatiques programmés de votre compte bancaire sur les applications pour investir automatiquement tous les mois pour que vous n'y passiez pas 1000 ans. En 5 minutes, vous pouvez investir et tous les mois, c'est faisable. Donc, passez à l'action. Voilà, let's go. Super. Du coup, pour conclure, je te dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites nous soutenir. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. Ciao.